Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, fier partenaire des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Bon début de journée, mesdames, messieurs. En direct du Collège Saint-Bernard, vous assistez au final de la compétition d'escrime de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Bon début de journée, mesdames et messieurs. Jean Allard en compagnie de Stéphane Hamel, mon analyste pour aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean. Alors, le moment tant attendu, dernière journée du premier bloc. Les finales ce matin, à quoi peut-on s'attendre? On a 10 finales, à quoi peut-on s'attendre ce matin? Bien, il y a beaucoup de diversité. On a quand même beaucoup de régions qui vont être en finale aujourd'hui. On voit des régions qui s'apparentent, qui sont beaucoup plus efficaces dans certaines armes. On a vu les régions de la région de Québec à l'épée, la Rive-Sud qui est un club qui est beaucoup plus spécialisé au fleuret, et à Montréal, le sabre. Fait que, on voit beaucoup les régions, mais on voit par arme aussi qu'il y a quand même selon leur spécificité. On avait eu la chance de parler plus tôt samedi justement que certains clubs se spécialisent dans une arme au lieu d'être plus général et de faire les 3 armes. Alors, ouais. C'est peut-être ce qui... C'est ce qui... ça va être très représentatif. Il y a quand même... il y a la Rive-Sud qui a des gens d'épée et de fleuret. Parce que, bon, il y a un entraîneur qui est plus spécialisé à l'épée, il y a un entraîneur qui est plus spécialisé au fleuret, mais quand on regarde un peu les autres clubs, c'est vraiment des entraîneurs qui sont spécialisés à une arme. Ça va être intéressant. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont très prometteurs, qu'on va certainement voir un peu plus tard aussi sur la scène nationale et internationale. Parfait. On a quand même une jeune que vous allez voir un peu plus souvent que les autres aujourd'hui. Vous allez la voir 4 fois en finale. Ça va être Ariane Léonard qui va faire une finale au fleuret féminin, épée féminine, et même chose, mais par équipe. Par équipe. Fait que Ariane est la vedette de notre 50e finale des Jeux du Québec. Et Ariane, il faut juste rappeler que même il y a 2 ans, au final, au Saguenay, elle avait quand même gagné une médaille à l'âge de 12 ans. Wow! Alors, beaucoup d'actions en perspective. On va revenir en action avec la première finale du fleuret masculin dans quelques instants.
a déjà un athlète de Laval avec nous. Stéphane, peux-tu nous présenter ton athlète? Oui, bien, je vous présente Vincent Jean, qui est un sabreur. Vincent a participé individuel à sabre masculin. Il a terminé 5e. Alors, on va lui demander quelques questions sur son expérience aux Jeux du Québec. Alors, Vincent, parle-nous en général de ton expérience aux Jeux du Québec. Comment tu as adoré ou qu'est-ce que tu as aimé ici? Moi, je pense que c'est vraiment une expérience vraiment unique que chaque athlète devrait pouvoir avoir la chance de vivre. C'est vraiment quelque chose. Je ne saurais pas comment décrire ça autrement que dire que c'est vraiment unique. Puis, ça a été quoi pour toi? On s'entend que dans les compétitions normales d'escrime, on n'a pas une foule qui nous applaudit et tout ça. Comment ça a été le fun pour toi d'avoir des gens qui t'applaudissent, qui t'encouragent? Ben moi, je pense que, sérieusement, le fait de savoir qu'il y a d'autres équipes de Laval qui viennent m'encourager, moi, je trouve que ça m'a vraiment, je pense même encouragé même, de savoir qu'il y a d'autres mondes qui m'appuient comme ça. Excellent. Ben, merci beaucoup, Vincent. Prochaine fois, ben, ça sera les championnats du monde, j'espère. Oui, j'espère aussi. Merci. Merci, Vincent. Alors, de retour pour cette première finale de fleuret masculin qui opposera deux athlètes de la Rive-Sud, Louis Lévesque et Guillaume Bégin. Quelques mots sur ces deux athlètes, Stéphane? Oui, bien, c'est ça, deux athlètes de la Rive-Sud, le club de l'Olympia de Longueuil, qui sont spécialisés au fleuret et à l'épée. L'entraîneur du fleuret étant maître Dominique Tesser, qui est anciennement l'entraîneur de l'équipe nationale. Et puis aussi, il est assisté de Hélène Labarbe, qui entraîne aussi au club Olympia de Longueuil. Alors, ces deux athlètes qui, durant la saison, ont fait quelques résultats. Louis étant présentement à sa deuxième finale durant la saison. Il faut dire que maintenant, il y a eu trois compétitions du circuit moins de 15 ans. Louis a déjà fait 2 finales, tandis que Guillaume est à sa première finale pour cette saison. Alors, c'est un beau moment, tant qu'à débuter, de faire une finale aux Jeux du Québec, c'est une belle place. Hein? Parfait, parfait. Alors, place à l'action, on se prépare de chaque côté sur la piste finale. Alors, il faut comprendre que c'est le fleuret. Alors, quelques petites règles de base au fleuret. C'est la première personne qui attaque qui va avoir le point. La seule façon de contrer ça, c'est de bloquer l'attaque et de faire une riposte. En termes d'escrime, ça fait une parade et une riposte. Ou évidemment, quand on fait l'attaque, au lieu de bloquer, on peut faire passer dans le vide avec les jambes. Mais c'est toujours la priorité est toujours à la personne qui attaque. Alors, je vais vous expliquer au courant du match pourquoi que même s'il y a 2 lumières qui s'allument, à qui est le point. Et le fait qu'on verra les 3 armes aujourd'hui, le fleuret, le sabre et l'épée, on pourra voir justement les différentes techniques et les différentes particularités de chaque zone de touche. Oui, la zone de touche sport. est un peu facile quand même à déterminer. Partout où est-ce que c'est argenté, c'est la zone de touche. Alors le tronc, le treillis métallique. La veste métallique, alors le tronc, le dos et une partie de la bavette étant la protection au niveau du cou sur le masque. Alors le combat qui débute. Alors, c'est sûr que c'est 2 athlètes qui s'entraînent au même club, alors que quand même, ils se connaissent. Alors, quand on voit une lumière blanche, ça veut dire que l'attaque n'a pas touché à la veste métallique, c'est non valable, alors l'arbitre les replace et on recommence le match. Exactement ce que j'expliquais tantôt. Vous avez vu, Louis a fait une attaque et Guillaume a fait une parade, il a bloqué l'attaque et immédiatement a fait la riposte. Alors, 1-0 pour Guillaume. C'est un combat de 15 touches et c'est 3 périodes de 3 minutes. Ou de 5 touches par période, bien sûr? Non. Non, c'est 15 touches totales. C'est 15 touches totales. OK, en finale, c'est 15 touches totales. C'est ça. En équipe, on a le relais après la 5e touche. En équipe, c'est un relais, mais individuel, il n'y a pas on va revoir dans la finale par équipe un relais. Évidemment, le but, c'est de faire 15 touches, mais le combat peut se terminer à 11 ou 12 points s'ils n'ont pas terminé après les 9 périodes. Les 3 périodes de 3 minutes réglementaires ne sont pas terminées. Parfait. Alors aussi, il faut comprendre qu'il y a une ligne au bout de la piste qui ne doit pas
dépasser. S'il dépasse les 2 pieds à l'extérieur de la ligne, ça sera 1 point pour l'autre adverse, pour Louis. Et vous avez vu, là, il y a eu deux blocages, 2 parades. Alors, c'est Louis qui fait la touche. Il faut dire qu'avec 2 athlètes de Rive-Sud, il n'y a pas de secret. Ces 2 jeunes-là s'entraînent ensemble, se connaissent probablement. Exactement. Mieux Ils que tous les autres athlètes peut-être 3-4 fois semaine ensemble. On quand même sensiblement. On a vu ici ce qu'on appelle une attaque dans la préparation. Louis était en train de se déplacer vers l'avant, mais sans trop de conviction. Malheureusement, il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire et il a été pris par Guillaume. Évidemment, comme vous voyez, il y a quand même une certaine différence au niveau de la portée de Guillaume et de Louis. Alors, il faut que Louis fait vraiment attention à ça. Ce que je viens d'expliquer. Si Louis ne fait pas une attaque à fond, c'est ce qui arrive. Guillaume ne fait qu'allonger son bras et malheureusement, Louis va passer dans le vide. Et de là, l'importance de bien préparer les touches, c'est ce qui est le plus important dans n'importe quelle arme. Quand on ne prépare pas les touches, malheureusement, ça donne un peu trop de facilité à son adversaire. Ouais. On a vu ici, Louis a fait une attaque, Guillaume a fait la parade, mais Guillaume n'a pas fait la riposte. Alors, ce qui arrive, Louis recommence une attaque et la touche. Une attaque directe, bien effectuée. Vous avez vu, Louis a pris un peu plus son temps maintenant. Il s'est rapproché un petit peu plus de son adversaire pour avoir la bonne distance pour bien terminer. Ce qui fait une touche comparativement à tantôt où est-ce qu'il a commencé d'un peu trop loin. La fébrilité du début de la finale, là, on prend un grand respire et on est... Alors, le gros travail pour lui, c'est de trouver le bon moment et la bonne distance pour faire l'attaque. Quand les adversaires, ça s'appelle un corps à corps, l'arbitre fait un halt et les replace en garde. On est patient d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est ça. On a vu, chacun a fait une erreur de chaque côté au niveau de l'attaque, au niveau de la parade. Alors là, c'est sûr qu'on s'étudie, on essaie de trouver le bon moment pour faire l'action. Et puis, regardez, c'est la même chose. Louis a voulu partir beaucoup trop rapidement, d'un peu trop loin, trop rapide. Guillaume ne fait qu'allonger son bras. Et puis, la même chose. Vous avez vu, pourquoi Louis se fait toucher là-dessus? C'est que la marge de Louis était beaucoup trop grande. Et il rentre dans la distance. Et puis pour Guillaume, évidemment, c'est très facile pour lui, une plus longue portée n'a qu'à allonger son bras. Et Louis le sait, on voit qu'il s'en est rendu compte qu'il fait quelques erreurs au niveau de la distance. Je crois que là, il va porter un peu plus attention à ça pour les prochaines touches. Malheureusement, c'est dommage. Louis n'a pas touché. C'était une belle attaque, mais malheureusement, une petite erreur technique au niveau de la main, pas bien visée. Fait que ce qui fait que Louis a encore fait la même chose. Louis, Guillaume, ce qui est bien, c'est qu'il sait qu'il est grand et il l'utilise. Parfois, on a des athlètes qui sont très grands, mais qu'ils n'utilisent pas leur portée, ils n'ont pas la détente, mais Guillaume a quand même fait très bien ça au niveau de la portée et l'utilise à bon escient.
peut remarquer également que les deux athlètes portent les bas de la région. Ouais, un bas jaune, un bas rouge. Oui, il y a... À l'escrime, il y a une règle seulement au niveau des bas, au niveau de la couleur des bas, peuvent être de toutes les couleurs, sauf noir. C'est la seule restriction qu'on a au niveau du règlement de la Fédération internationale. On n'a pas le droit de porter de bas noirs. Alors là, la première période vient de se terminer et habituellement, dans les périodes, à la fin de la période, il y a un entraîneur qui vient parler aux athlètes, mais là, ce n'est pas le cas parce que ce sont deux athlètes de la même région. Alors, on s'entend que l'entraîneur ne va pas faire un favoritisme d'aller en coacher un plus qu'un autre. Alors, chacun pour soi, doivent trouver une tactique. D'après moi, on voit que Louis attaque beaucoup. Ça n'a pas toujours été très efficace. Peut-être que Louis devrait aller peut-être un peu plus en défensive, essayer de faire attaquer Guillaume. Mais comme on a dit tantôt, c'est des personnes qui s'entraînent ensemble. Peut-être que Louis, en entraînement, n'a pas de succès quand il va en défensive contre Guillaume. Il se dit, j'ai pas le choix, il faut que j'attaque. Fait qu'on va voir si Louis va changer sa tactique pour la deuxième période. Alors, on a une pause d'1 minute entre chaque. Alors, pendant ce temps, on va quand même nommer, là, on a la finale première, deuxième position, mais il y a quand même eu des troisièmes positions. Effectivement. Il y a troisième position du Sud-Ouest, Gavin A. Et de Chaudière-Appalaches, Nicolas Beaulieu, qui ont terminé tous les deux ex aequo, évidemment. Il faut comprendre que quand on perd en demi-finale, il n'y a pas de match pour la médaille de bronze en escrime. Les deux gagnent la médaille de bronze en escrime. Voilà. Alors, on va recommencer. Deuxième période. Très bien ici. On voit le Louis qui a rapetissé ses pas au niveau des jambes pour bien se préparer. Il fait une belle attaque, malheureusement non valable, mais au moins... Oh. Un petit peu de fantaisie de la part de Guillaume. Un petit saut pour faire passer dans le vide son adversaire. On peut remarquer que Guillaume sautille un peu plus que Louis. Louis a les talons un peu plus à plat ce matin. C'est différentes façons de se déplacer. On voit beaucoup plus ça à l'épée au niveau des pas sautés, au niveau des bonds, au niveau des déplacements. Au fleuret, on est un peu plus comme Louis, mais Guillaume a décidé de faire cette tactique-là. Pour l'instant, ça fonctionne. Éventuellement, tant que ça fonctionne, on regarde la tactique en finale. C'est vraiment la chose à dire à nos athlètes quand on est entraîneur. Tant que ça fonctionne, on ne change pas la tactique. On n'est pas en entraînement là, présentement. T'sais. En entraînement, on essaie de dire aux jeunes pratiquer différentes choses pour toujours faire la même touche. Mais là, en compétition, c'est une autre mentalité. Le but, c'est de gagner. Alors, si on est capable de gagner avec 15 fois la même touche, bien tant mieux. La meilleure façon. C'est ça. Qui fonctionne ce matin-là, à ce moment donné. Voilà. On voit que Louis n'a pas changé de tactique, a décidé de garder, d'être en attaque. Et Guillaume qui reste patient, qui attend le bon moment et l'erreur de Louis. Vous avez vu, Guillaume a essayé de faire la même tactique que tantôt, mais vu que maintenant, Louis a changé un peu la distance et les petits pas, Guillaume n'a pas été capable de faire la même touche que tantôt. Il n'est pas capable de profiter de sa longue portée, alors qu'il se rapproche un peu plus. Ouais. Alors aussi, ça s'appelle une remise. La première attaque n'a pas fonctionné. La même chose, Guillaume a fait la parade, mais il n'a pas eu le temps de faire la riposte. Et tout de suite, Louis a cassé la distance pour faire la remise. Tactique qui est quand même assez utilisée quand un grand contre un petit. On voit que Louis a décidé d'aller un peu en défensive. Pour pas trop longtemps.
Alors, une très belle parade riposte ici de Louis. Il revient de l'arrière, ouais, égalise le pointage à 8. Ouais. Donc, c'est bien adapté. Bien adapté. On voit la nouvelle tactique de Louis, c'est de faire croire à son adversaire qui fait une attaque, mais de seconde intention. Alors, la première attaque n'est pas pour toucher, c'est pour faire réagir son adversaire et pour provoquer quelque chose par la suite. Il profite de la réaction pour... Voilà. On ne va pas le dire trop fort pour pas que la tactique de Louis soit découverte. On est très proche de ça, bien sûr. Et Louis qui, quand même, assez souvent de travailler en dessous de la main de Guillaume. Très bien. Encore la même chose. On a vu une attaque qui est une attaque seulement pour provoquer quelque chose d'autre de son adversaire. Et Louis qui revient avec la parade riposte encore pour le. Ça fait trois fois qu'il fait la même touche. Alors, on va voir s'il va continuer sur la même tactique. On voit Guillaume qui est un petit peu moins énergique qu'au début, là. De la deuxième période, suite période de 3 minutes. Nous rappelons que le match... Alors, avec cette deuxième période terminée, on va aller à une pause et on revient dans quelques instants. De retour pour la troisième période de cette finale de fleuret masculin opposant Louis Lévesque et Guillaume Bégin de la Rive-Sud. Compétitif. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Alors, on peut voir là, une reprise de la deuxième période. Alors, nous allons voir une reprise ici. Là, malheureusement, ça sera pour la prochaine touche. On repart en action en troisième période. Alors là, on voit que Louis a changé un peu de tactique. Il travaille sur la défensive. Il y a deux touches. Il y a deux touches d'avance. Alors peut-être que Louis va décider de travailler sur la... eh bien non, Louis a décidé de garder la même tactique, d'être offensif. On voit que là, Guillaume travaille différemment au niveau de la distance. Et depuis tantôt, Louis est capable de surprendre Guillaume. Tantôt, la première manche, c'était Guillaume qui avait le tempo du match au niveau de la distance. Et là, Louis a repris le tempo au niveau de la distance. Et à quel moment, en troisième période, on va décider soit d'aller pour le temps, pour tuer le temps, ou pour aller pour le pointage? On voit que c'est 11 à 8 maintenant. Est-ce qu'il y a une stratégie de tuer le temps avec 3 points ou avec quelle différence de points? Au fleuret, il n'y a pas vraiment... Ça existe une tactique d'être plus en défensive, de laisser passer le temps, mais pas au début de la période. Vers la fin, tu sais, s'il nous reste avec comme 10-15 secondes, on ne va pas courir vers l'adversaire. C'est avec l'adversaire de courir pour venir chercher ses touches. Mais bon, présentement, dans le début de la troisième période, au fleuret, c'est pas quelque chose. Tandis qu'à l'épée, ça on va peut-être voir tantôt, à l'épée, les gens sont beaucoup plus défensifs, beaucoup plus patients pour faire la touche quand ils ont une avance. Parce que la surface de touche est complète, c'est tout le corps. Alors c'est plus facile de faire des points. La touche double est valable aussi. Okay. Alors ça fait une autre tactique de jeu. Mais là, on voit encore, les touches de Louis se font encore en attaque.
Alors, pourquoi Louis changerait sa tactique? Même 13-9. 13-9 et ses actions ont toujours été sur la préparation et en attaque. Alors, Louis n'a pas avantage de changer sa tactique, même s'il est en avance. La seule chose maintenant, c'est que Louis attend l'erreur de Guillaume avant de faire une action. Alors là, on a vu, Guillaume a fait une grande marche. Louis a essayé de faire une attaque dans la préparation, malheureusement non valable, mais au niveau du temps de l'action, c'était bien fait. Très belle attaque ici. On a vu, comme j'ai dit tantôt, Louis a modifié totalement ses déplacements, beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts, et ça fait toute la différence. Quand on va trop vite, on s'entend que c'est une coordination main-jambe, et quand on va trop vite, quand on fait des trop grands pas, ça devient un peu plus compliqué de placer bien la pointe. Alors, une touche de la victoire pour Louis. La parade, la riposte non valable. La même chose. Louis se rapproche de son adversaire, attend la grande parade de Guillaume, la riposte qui ne vient pas, et la remise. Alors, gagne. Victoire de Louis Lévesque par le pointage de 15-9, remporte la médaille d'or. Quand même, très beau parcours pour Guillaume. Première finale, comme j'ai dit, de la saison. Vient faire une finale aux Jeux du Québec. Alors, bravo aux deux garçons de la Rive-Sud. Bravo à leur entraîneur, Hélène Labarbe, et maître Dominique Tesser. On peut voir la reprise du dernier point. Alors, vous allez voir la parade de Guillaume qui est très large. Alors, il bloque. Et regardez où est-ce qu'était la pointe. Était rendu au plafond. Alors, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est très facile pour l'adversaire de faire une remise parce qu'on s'entend que Guillaume est très grand et de partir d'en haut pour aller vers la veste. Évidemment, c'est plus facile pour Louis d'aller la touche. Alors, on va maintenant passer à la finale de fleuret féminin. J'en ai parlé tantôt. Ça va être la superstar de notre 50e finale des Jeux du Québec, Ariane Léonard, qui va faire son premier match. Et il faut dire que c'est son premier de 4 pour aujourd'hui. Donc, Ève-Emmanuelle Boisvert de la capitale nationale sera à la gauche de la piste. Ève-Emmanuelle est à la droite et Ariane à gauche. La première personne qui est toujours nommée va toujours à la gauche et par la suite, c'est Ève-Emmanuelle. Alors, Ève-Emmanuelle est à sa 3e finale de la saison et Ariane qui est à sa 2e finale de la saison. Alors, c'est quand même... chez les filles, il y a un roulement de 3-4 filles qui font toujours les finales. Ève-Emmanuelle performe depuis son jeune âge, moins de 11, moins de 13, moins de 15 ans. A toujours été dans les finalistes, toutes les catégories qu'elle est passée. Alors, Ève-Emmanuelle vient d'une famille d'escrimeurs. Elle a son frère qui fait... Ses 2 frères font de l'escrime aussi. Une affaire de famille chez les Léonard. Non, pas chez les Léonard, chez les Boisvert. Chez les Boisvert. Chez les Boisvert. Voilà. Alors là, on va voir quelque chose d'un peu différent. Alors, vu qu'ils ne sont pas les deux de la même région, alors il y a un entraîneur chaque bout de la piste. Et l'entraîneur, évidemment, durant le combat, encourage, mais à la pause de 1 minute, a le droit de donner aussi des conseils. Donc, bonne finale, mesdames, messieurs. Le fleuret féminin. Alors, vous avez vu, c'est l'attaque de Ève-Emmanuelle. Évidemment, Ariane, elle a des réflexes aussi d'épéiste, qui fait qu'on va voir beaucoup de contre-attaques. Ce que vous avez vu, c'est ce que je disais tantôt, la priorité va à la personne qui attaque. Il y avait 2 lumières qui étaient valables, mais qui fait que c'est toujours la priorité à la personne qui attaque.
Vous allez voir, Emmanuel est très rapide au niveau des jambes. Qu'on sautille un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est deux filles qui ont un petit peu plus d'expérience que les deux garçons qui étaient en finale tantôt. Je pense qu'Ariane fait de l'escrime depuis l'âge de 8 ans. Je me souviens, j'avais fait un camp d'entraînement à son club, puis elle avait 8-9 ans. Là, ça fait quand même assez longtemps. Et même chose pour Eve Emmanuel. Alors, c'est des filles qui ont quand même pas mal d'expérience au niveau de l'escrime. Alors, ça sera la même chose pour Eve Emmanuel, c'est de contrôler ses jambes et d'être la coordination main-jambe. Parce qu'Eve Emmanuel fait les erreurs qu'on voyait tantôt avec Louis, des très grandes marches, ce qui lui permet pas de bien viser au niveau de la veste. Et on voit que les deux jeunes filles, là, un peu plus expérimentées, utilisent plus la piste au complet que les garçons tantôt restaient plus statiques. Voilà, c'est ça. Les filles travaillent beaucoup plus sur la piste qui est de 14 mètres. Alors, les filles ne travaillent pas juste en milieu de piste. On voit, c'est de l'expérience qui... On voit même Ariane qui recule pour reprendre. Ça, Ariane travaille. Comme regardez ce que je disais tantôt, ce qui est l'important pour Eve Emmanuel, c'est de bien contrôler les jambes, de ne pas faire de gros retraits de bras. Ce qui vient d'arriver, ce qui arrive, c'est que Ariane va profiter de cette erreur et faire une contre-attaque. Et il n'y a qu'une lumière. Alors, ça sera à Eve Emmanuel d'ajuster les déplacements. Et ça va être certainement un conseil que Maître Boulanger va lui dire à la pause. Maître Boulanger, qui est l'entraîneur de Capitale Nationale, mais Eve Emmanuel n'est pas entraîné dans la vie de tous les jours par Maître Boulanger. Maître Boulanger est l'entraîneur qui est désigné ici pour Capitale Nationale, mais dans la vie de tous les jours, Eve Emmanuel est entraîné par Maître Serge Hainaut. On rappelle qu'aujourd'hui, elle ne représente pas son club, mais la région. Oui, c'est ça. Faut dire qu'aux Jeux du Québec, on ne représente pas le club d'appartenance, même si, admettons, il y a des gens qui font de l'escrime dans un club à Montréal, mais qui sont résidents de Laval, vont faire le final des Jeux du Québec pour Laval, non pas pour Montréal. Le lieu de résidence, et la région. C'est ça, voilà. Alors, vous avez vu la parade et la riposte, et Ariane qui a essayé de faire une contre-attaque, ça n'a pas fonctionné. Alors, vous avez vu les très, très grands pas. Malheureusement, ce qui fait que, vu qu'elle était rapprochée, elle n'a pas été capable de placer la pointe pour bien viser au niveau de la veste. Alors, la parade et la riposte de Ariane. Alors, vous voyez, là, Eve Emmanuel qui a fait une attaque avec des plus petits pas. Elle était capable de bien placer la pointe pour terminer. Ariane, pour l'instant, sa tactique, c'est d'attendre l'erreur de Eve Emmanuel. Comme on a dit, oui, ils ne s'entraînent pas ensemble, les deux filles, mais c'est des filles qui se connaissent. Ils font des compétitions sur le circuit et c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent non plus. Alors, chacun connaît les faiblesses et les forces de l'autre. Un quatrième point. Ouais, on voit qu'Eve Emmanuel commence à changer son rythme, rapetisser les pas, ce qui fait qu'elle est capable de bien placer la pointe. Oh, on voit ici l'arbitre qui hésite de savoir à qui donner la touche parce qu'il y a eu un battement simultané sur les lames. Alors,
l'arbitre ne savait pas si c'était une parade ou une attaque avec un battement. Et quand l'arbitre est un peu indécis, il fait abstention, remet les deux athlètes sur la ligne de garde et on recommence. C'est un peu moins choquant des fois pour les athlètes de dire qu'ils font une abstention que savoir qu'il y a une erreur au niveau de l'arbitrage. Et On c'est donne très le point aux humble mauvais aussi, athlètes. Ouais. c'est très humble aussi au niveau de l'arbitre de dire je ne le sais pas. Alors on se remet en garde. Contrairement à nous, l'arbitre n'a pas accès à la reprise. Ici, au Jeux du Québec, en Coupe du Monde, on a le droit à la... Ouais, en Coupe du Monde, maintenant, au niveau... quand on est rendu à un certain niveau dans le tableau, on a le droit à la reprise vidéo. Même principe, 2 reprises vidéo. On gagne notre reprise vidéo, on les garde, on les perd. Ben, on met la technologie au service du sport. Oui. Maintenant, il faut juste... maintenant, il faut juste que les arbitres acceptent qu'il y ait une reprise vidéo. Parce que, bon, ça touche un peu leur ego quand ils font une erreur. Alors, on voit présentement les entraîneurs de chaque côté. L'entraîneur, Maître Boulanger, va donner quelques conseils à Ève-Emmanuelle. Et de l'autre côté, on voit... Hélène Labab. Oh, une reprise présentement. Pas de trouble. OK, c'est bon. Je vais le rapprocher un peu plus. Là, t'entends-tu? On a une petite pause avant le début de cette troisième période. Emmanuelle demande une assistance médicale. Je crois qu'elle a fait une petite foulure au niveau de la cheville. Alors, dans ces moments-là, l'athlète a le droit à demander une extension. Une pause de 10 minutes au niveau médical. Alors, peut-être que là, on va voir qu'est-ce qui est arrivé. On n'a pas vu au niveau de qu'est-ce qui est arrivé, mais je crois que c'est au niveau de la cheville. Emmanuelle s'est tournée la cheville. Alors, elle va avoir une pause de 10 minutes. Alors, pendant ce temps, dans l'attente de cette pause là, pour pause médicale pour Ève-Emmanuelle Boisvert, Stéphane, présente-nous ton invité. Je vous présente Jean-Étienne Beauchamp qui revient de 2 semaines. On était ensemble au championnat panaméricain. Jean-Étienne a fait une performance extraordinaire, a fait la finale et malheureusement perdu, mais fait un excellent combat, perdu 15-14. Et puis ça, c'était l'étape juste avant. On s'en va au début du mois d'avril à Tashkent, en Ouzbékistan, l'endroit de villégiature extraordinaire. On s'en va tous les deux à l'Ouzbékistan. Alors, je vais demander un peu à Jean-Étienne qui nous parle de son parcours d'escrime. Écoutez, j'ai commencé l'escrime en secondaire 1, donc il y a 5 ans. Ça a été difficile au début, probablement parce que je me suis cassé la jambe dans ma première année, ce qui m'a presque poussé à arrêter le sport. Mais j'aimais vraiment trop ça, donc je suis revenu après et à force de s'entraîner, j'ai fini par
l'année passée presque faire l'équipe nationale pour aller au championnat du monde. Je passais à quelques points de l'affaire. Et cette année, je suis revenu, je me suis mis comme objectif, d'accord, cette année, j'y vais, je l'ai fait, je vais être le meilleur. Et avec l'aide de Stéphane qui m'a coaché pendant les compétitions internationales de sélection, je pense que je suis arrivé à cet objectif-là et on va au championnat du monde bientôt. Donc j'espère faire le meilleur résultat possible. Cool. Fait que Jean-Étienne, juste nous dire un peu, au championnat du monde, c'est quoi tes attentes? Écoutez, c'est un peu difficile de dire mes attentes au départ pour les championnats du monde parce que je n'y suis jamais allé. Et le niveau international est très fort, comparativement au niveau provincial auquel on est habitué ici. Mais mes entraîneurs m'ont dit que c'est très possible de faire un résultat dans le top 32. Et si je me dépasse vraiment de faire un top 16 mondial. Donc ça, je pense qu'on peut considérer ça comme mon objectif pour les championnats du monde en avril. On va te souhaiter la meilleure des chances pour cette Merci compétition beaucoup. et pour la continuation de ta carrière. Merci. Alors, on te laisse retourner à ton métier aujourd'hui qui est arbitre. Alors, merci, bonne fin de journée. Merci à toi, Stéphane. Alors, on a encore quelques minutes là, à la pause médicale de Yves-Emmanuel Boisvert. Alors, mesdames et messieurs, dans l'attente de la poursuite de cette finale de fleuret féminin, on va aller à une pause et on va revenir dans quelques instants. De retour en action au Collège Saint-Bernard de Drummondville pour cette finale d'escrime. On a encore dans quelques minutes une pause médicale demandée par Yves-Emmanuel Boisvert pour la finale de fleuret féminin. Alors, c'est ça, quand pause médicale, alors l'athlète a le droit à 10 minutes. Alors, il lui reste encore 5 minutes. On voit qu'est-ce qui arrive présentement. Yves-Emmanuel doit décider est-ce qu'elle doit subir un traitement, un taping au niveau de la cheville ou évidemment arrêter. Alors, pendant ce 10 minutes-là, ça sera la décision de l'athlète de voir si elle poursuit. Ouais. Alors, c'est sûr que, bon, Yves-Emmanuel n'a pas d'autres combats, ne fait pas partie de la finale par équipe du fleuret féminin. Alors, ça sera à elle de voir si... Elle veut profiter au maximum de son expérience ouais. et elle doit prendre les minutes là, qui lui sont, dont elle a le droit. Là. Prendra une décision dans quelques minutes si elle poursuit ou si... On a appliqué un peu de glace pour... Alors évidemment, Yves-Emmanuel est encore un jeune âge, alors des blessures en escrime, ça arrive quand même, c'est pas quelque chose de fréquent, mais bon, au niveau de la cheville, au niveau des déplacements, ça peut nous arriver de tourner un peu la cheville, aussi au niveau de l'impact sur les déplacements, les blessures les plus fréquentes, c'est vraiment les chevilles, les genoux, et puis aussi un peu au niveau du dos, parce que comme vous avez vu, au niveau de l'impact, on sautille, il y a les fentes. Les extensions. Il y a les fentes qui font quand même, qui nous fait un petit raisonnement au niveau du dos, mais bon, c'est pas dans les sports les plus cotés au niveau des blessures, là. Il reste encore 3 minutes. Il reste encore 3 minutes pause, et là, on voit l'entraîneur qui surveille le temps, voir combien de temps il lui reste pour prendre la décision.
Alors, je ne sais pas si nos caméramans peuvent montrer au niveau de la foule. Ce qui est intéressant aussi... Ce qui est intéressant aussi pour nous présentement aux Jeux du Québec, ce qui nous arrive très rarement là, au niveau de l'escrime, c'est qu'on n'a pas vraiment de spectateurs comme ça. Alors pour les jeunes, c'est vraiment une ambiance extraordinaire, quelque chose qui arrive peu souvent, de se faire applaudir par ses pairs, de se faire applaudir par d'autres régions, par des régions aussi. Il y a d'autres sports qui viennent encourager l'escrime. Alors c'est quelque chose que les jeunes peuvent apprécier ce moment-là aujourd'hui. Il faut vivre ces moments-là. Je me souviens, moi, dans ma jeunesse, quand dans ces compétitions-là, les Jeux du Québec, c'est ce qui nous surprend le plus. On n'est pas habitué, la plupart du temps, quand on fait une compétition provinciale, il y a papa, maman qui sont là, qui nous encouragent, quelques coéquipiers. Mais là, on voit ici, présentement, le plancher est bondé d'athlètes. Et même dans les estrades en haut aussi, il y a des parents. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les athlètes. Puis, c'est peut-être des moments aussi, on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont se diriger aussi dans leur carrière future, s'ils sont capables de gérer cette pression-là, parce qu'on s'entend que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Ça mène un stress, un stress de plus, de savoir qu'il y a 100 personnes qui nous regardent, on ne veut pas faire d'erreur, on veut gagner. Alors c'est quelque chose qui est le fun pour les athlètes. On dit souvent également, les premiers jeux de ces athlètes, c'est les Jeux du Québec. Ouais. Alors, c'est une expérience là, inoubliable pour la plupart de ces athlètes. Oui, c'est... moins d'une minute. Moins d'une minute, on verra. Je crois que Emmanuel a décidé de reprendre le combat. On va voir... Teste sa cheville doucement. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Ça n'arrive jamais dans une compétition provinciale. Une blessure, elle recommence à tirer. Et puis, tout le monde l'applaudit. Alors, c'est quelque chose que... On va voir si Emmanuel va être capable de tenir le coup. On voit que ça a l'air d'être très douloureux au niveau des déplacements. Peut-être que là, on va voir une autre tactique d'Emmanuel. Emmanuel qui est une attaquante de façon générale. Mais là, je crois que vu qu'elle va être un peu restreinte au niveau un peu plus défensive. Oui, c'est ça. Elle est très restreinte au niveau des déplacements. Peut-être qu'elle sera défensive et attendra l'erreur d'Ariane. Mais Ariane, sachant que son adversaire ne va pas l'attaquer et qu'elle mène, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ajuster sa stratégie. On parle d'adaptation toujours pendant le combat. Voilà. En début de la deuxième période, 7-4 le pointage. Et malgré tout, Emmanuel continue d'attaquer. Pas tout à fait à l'aise, mais non, on voit que, garde sa concentration. Ouais, c'est ça. Et Ariane essaie la même tactique de faire la contre-attaque. Ça ne fonctionne plus. Ça fait quand même 3 touches de suite que Emmanuel fait une attaque et qu'elle touche valable. Alors, on va voir si Ariane devra changer sa tactique si elle veut garder son avance. Alors malheureusement, l'attaque de Emmanuel ne touche pas et Ariane garde la même tactique qui est une contre-attaque et ça fonctionne. Ouais. Alors, touche de un 6e point. Ouais, 6e point. Emmanuel, malgré la douleur, persiste. Ouais. Alors là, Emmanuel trop pressé de faire l'attaque. Malheureusement, n'est pas capable d'aller placer la touche. Et puis Ariane... Alors, on le voit, la différente tactique, elle a été à la bonne distance pour faire l'attaque, ce qui fait qu'elle fait une touche. Quand Emmanuel
se prépare pas la touche, comme ça. Évidemment, merci Emmanuel de nous montrer l'exemple tout de suite après, mais malheureusement pour elle, elle subit et elle la touche. Alors l'attaque, malheureusement, l'arbitre ne donne pas la touche parce qu'elle a été faite après le halt et en sortie de piste. Mais on l'a vu quand même expliquer sa décision à l'athlète. Ouais, voilà. Qui est quand même là. Ouais. Jihad est l'arbitre qui est présentement. Jihad est un arbitre de niveau national. Et là, Jihad vient de donner un carton rouge parce que Ariane a tourné l'épaule. Alors, il avait déjà donné un carton jaune et Ariane fait la même. Pas Ariane, excusez-moi, Emmanuel fait 2 fois la même erreur, ce qui fait que 2 cartons jaunes équivaut à un carton rouge et un carton rouge donne un point automatiquement à l'adversaire. Et la prochaine étape, ce sera, après un carton rouge, c'est toujours un carton rouge. Un point toujours un point, c'est ça, c'est ça. Quand c'est des erreurs comme ça au niveau de tourner les épaules et tout ça, mais évidemment quand ça devient de l'impolitesse, quand ça devient autre chose, quand l'arbitre donne un carton rouge, la prochaine étape, c'est un carton noir. Alors là, évidemment, Eve-Emmanuel 14-7 en faveur d'Ariane Léonard. Et ça ne fonctionne plus ses attaques. Mais et Ariane en profite. Et encore, et c'est la victoire de Ariane avec une parade riposte. Victoire d'Ariane Léonard de la Rive-Sud qui se mérite la médaille d'or. Alors, première victoire d'Ariane. On se rappelle qu'on va la revoir 3 fois. Encore, alors elle a des chances de sortir de sa journée avec 4 médailles d'or au cou. Alors, on peut aller à la reprise, voir lorsque la compétition a repris. Le premier point d'Eve-Emmanuel Boisvert lors de son retour à la compétition. L'attaque de Eve-Emmanuel qui touche. On a vu. Et puis là, ça c'était le fleuret féminin. Alors je vais quand même nommer les personnes qui ont fini 3e au fleuret féminin. Alors nous avons Bernadette Veilleux-Trix de Montréal et on a Ludmila Moindreau-Ziliox de la Rive-Sud. Alors qui ont fini 3e ex aequo au fleuret féminin. Alors maintenant nous allons passer au fleuret masculin par équipe. Par équipe, on le rappelle, 2 compétiteurs par équipe avec un relais après 5 points. Oui, après 5. 3 périodes. 10, 15 et 20. Et 20. Et évidemment, on a le droit de... On perd le premier match, maintenant on perd 5-2. Même celui-là qui a 2 peut se rendre à 10. Peut se rendre à 10, bien sûr. C'est ça. Alors, on voit de la Rive-Sud nos 2 finalistes qui étaient en finale individuelle contre la Laurentide, Jonathan Gélina et Dominique Lalonde. Jonathan Gilbert et Dominique Lalonde. Non, c'est Jonathan Gélina. Ouais, c'est ça. C'est Jonathan Gélina. Et c'est ça. Jonathan est quand même un jeune qui performe au niveau provincial depuis très longtemps aussi. Jonathan est entraîné par Maître Gilbert Gélina. Alors, vous voyez le lien familial. Il est entraîné par son père. Alors, et son père a été mon entraîneur aussi dans ma jeunesse. Ouais. Ici, c'est Dominique. Dominique va faire le premier relais contre Louis. Peux-tu parler également là, du choix là, de AB, AB, ABBA? Oui, c'est ça. Évidemment, il y a une tactique là-dessus. C'est 1, 2 ou 3 et 4. Alors, quand on a le 1, 2, alors on fait un match en alternance, 1, 2, 1, 2. Tandis que quand on a 3 et 4, ça va être 4, 3, 3, 4. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui va faire 2 matchs de suite. Alors, j'ai pas vu les feuilles de match. Malheureusement, je ne sais pas qui est 1-2 et qui est 3-4. Au prochain match, on va le savoir. Alors, c'est Louis Lévesque à la gauche.
Et Dominique Lalonde à la droite pour débuter. Alors, Dominique étant la personne qui a un peu moins d'expérience au niveau des 4 jeunes. C'est sûr que la tactique au niveau de la rive sud va quand même d'attaquer Dominique, d'aller chercher des points d'avance parce que, bon, Jonathan étant un athlète du même niveau que les 2 personnes de la rive sud, même que Jonathan, malheureusement, n'a pas connu une bonne compétition ici. On l'attendait dans les 4 premiers. Ça l'arrive des contre-performances. Jonathan en a eu une au niveau des Jeux du Québec. Et je crois pertinemment, connaissant le petit garçon, qu'il va vouloir se reprendre. Et aussi, on voit l'entraîneur des Laurentides qui est sur le bord de la piste, Marc Gélina. Une histoire de famille. C'est évidemment le frère de Jonathan qui sert présentement d'entraîneur pour les Laurentides. Et Marc aussi est un athlète. Marc est présentement 4e au niveau junior pour l'équipe nationale. Et l'entraîneur aussi de le processus pour les jeunes qui se présentent ici. C'est sûr qu'ils sont en début de carrière. Quel est le processus là, si on parle de développement à long terme de l'athlète? Ouais. Des jeunes qui sont aux Jeux du Québec pour se rendre à l'équipe nationale. On parle de combien d'années? On parle de combien d'étapes? C'est que présentement, depuis cette année, malheureusement, on avait un processus. On avait quand même une belle ligne au niveau Jeux du Québec. Par la suite, la prochaine étape, c'était les Jeux du Canada. Et par la suite aussi, on avait les championnats du monde. Malheureusement, l'escrime a été retiré du programme des Jeux du Canada. Alors, ce qui fait que maintenant, c'est quand même un échelon. On passe des Jeux du Québec au championnat du monde. Championnat du monde. Évidemment, on a des Coupes Canada, on a des circuits nord-américains où est-ce qu'on doit performer aussi et apprendre à gagner ces compétitions-là. Mais dans le cheminement de l'athlète au niveau canadien, malheureusement, on n'est plus aux Jeux du Canada, ce qui fait qu'il y a un petit maillon qui manque là, présentement. Puis aussi pour retenir les jeunes à l'escrime. Les Jeux du Québec, c'est ce qui va peut-être les accrocher, ce qui fait qu'ils vont rester à l'escrime, mais on avait les Jeux du Canada qui étaient un autre élément pour dire pour performer. Puis c'est les Jeux du Canada, c'est des Jeux du Québec, mais à un autre niveau. C'est un peu différent quand même, le calibre est très différent. Alors, on voit également du côté des Laurentides un changement d'arme, je crois. Oui, changement d'arme, ça l'arrive on va recalibrer. Faut comprendre que c'est du matériel électrique. Des bris, ça peut arriver. Au niveau de la pointe qui n'est plus assez efficace. Il faut dire qu'il y a un fil qui passe dans la lame. Et des fois, ce fil-là brise. Fait que, évidemment, c'est assez commun de voir un changement de matériel. On a vu l'arbitre calibrer l'arme. Le poids, évidemment, le poids est un poids de 500 grammes. Et quand on met le poids, il y a un ressort dans la pointe. Et le ressort doit être capable de repousser le poids de 500 grammes. Sinon, évidemment, l'arme est défectueuse. L'arbitre donne un carton jaune pour matériel non conforme. Et par la suite, l'athlète. Alors, c'est pour ça que l'athlète ne doit jamais se présenter sur le bord de sa piste qu'avec une seule arme. C'est une obligation d'avoir toujours 2 armes. Alors, premier relais qui est terminé. Louis fait un 5-0. On va voir maintenant ce que Jonathan pourra faire. Est-ce que Jonathan va essayer de venger ses défaites? Jonathan Gélina de Laurentides sera opposé à Guillaume Boivin de la Rive-Sud dans son premier relais. Dans ce changement, on va aller voir la reprise. Alors, la dernière attaque, très bien effectuée de Louis. Malheureusement, Dominique a essayé une contre-attaque, mais au niveau de la distance, Louis était très bien préparé, a fait une très belle attaque. Alors, on va voir. Alors, j'ai hâte de voir ce que Jonathan va faire. D'abord, Jonathan est un garçon très dynamique, très créatif au niveau de ses actions et avec un caractère un peu bouillant. On voit également, comme la finale du fleuret masculin, on a une différence de grandeur entre les 2 athlètes. On verra s'il y aura un changement de stratégie du côté de Guillaume Bégin. Ça n'a pas fonctionné au niveau de l'individuel. Peut-être qu'au niveau de l'équipe, on va changer cette stratégie. Bien, c'est sûr que Guillaume, à la base, c'est son jeu, de se servir de sa grandeur et tout ça. Est-ce que
Est-ce que là, il va voir que ça ne fonctionne pas? Alors, première action, on voit Guillaume essaye d'avancer, ne fait pas d'attaque et alors, on voit l'arbitre qui va donner un carton jaune pour Jonathan, car Jonathan a tourné le dos à l'adversaire. Très tôt dans le match. Ouais, ouais. Devrait être sur ses gardes, n'a pas donné de points inutilement à l'autre équipe. Non. Surtout avec un avance. On voit la tactique de Jonathan est de provoquer la contre-attaque de Guillaume pour bien terminer l'action. Alors, il s'avance doucement. Et voyez, malheureusement. Alors, la tactique n'a pas fonctionné. La première attaque n'a pas touché. Alors, Guillaume a profité de l'erreur de Jonathan. Alors maintenant, on peut regarder aussi le masque de Guillaume. C'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode au niveau international. Personnaliser son masque. Personnaliser le masque au niveau des nations maintenant. Le Canada, il y a une feuille d'érable dans le masque. Les autres, les Italiens ont les 3 couleurs du drapeau. Les Allemands ont les 3 couleurs du drapeau dans le masque. Est-ce que ça doit rester justement ce qui représente le pays ou on peut choisir toutes sortes d'images? Si je me réfère là, par exemple au masque de gardien de but au hockey, est-ce qu'on peut aller chercher de l'originalité de ce côté-là? Ben non, pas tant que ça. Il y a des normes qui sont créées que maintenant, au niveau de chaque nation, doivent homologuer leurs signes qu'ils veulent dans le masque. Et puis là, nous, le Canada, c'est une feuille d'érable qu'on a choisie. Bon, l'Allemagne, c'est le drapeau. Fait que, là, on vient de voir une touche de Jonathan. Jonathan qui garde la même tactique de provoquer l'adversaire pour faire la contre-attaque et de terminer en force son attaque. Pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. Un 7e point pour la Rive-Sud. L'erreur de Jonathan ici, c'est que Jonathan a oublié de déplacer son adversaire avant de faire l'action. Voilà. Ici, on a vu Jonathan qui a essayé de démarrer rapidement, qui a manqué un peu de coordination main-jambe, ce qui fait qu'il n'a pas été capable de placer la touche. Alors, la même chose. Jonathan attaque, fait provoquer la contre-attaque de Guillaume et ça fonctionne. Malheureusement, l'attaque ne fonctionne pas et la contre-attaque de Guillaume. C'est toujours un rôle qui est très difficile de voir aller chercher des touches. On essaie d'aller chercher le plus de touches possible pour remettre son équipe dans le match, mais c'est pas toujours facile. On essaie de le faire dans le 3 minutes, évidemment. Ah, très, très belle touche ici de Jonathan. Une attaque qui ne fonctionne pas. La riposte qui ne touche pas de Guillaume et la contre-riposte de Jonathan. Très belle touche. Malheureusement, l'attaque ici de Jonathan très bien effectuée, mais non valable. Voilà, encore la même chose. Jonathan qui trouve le momentum. Très explosif. Ouais. Et dans le coin de Guillaume, on lui demande de changer la tactique, d'arrêter de faire la contre-attaque. On va voir si... malheureusement, l'attaque ne fonctionne pas. La contre-attaque de Guillaume fonctionne encore. Quand même, Jonathan qui a déjà fait 6 touches. Et il faut se rappeler qu'il est parti à 5-0.
Très bien. On voit ici une action qu'on n'a pas vue depuis le début de la journée. Ça s'appelle une flèche. Alors, c'est un saut qu'on fait vers l'avant. Cette action-là, on peut la faire au fleuret et à l'épée, mais elle est interdite au sabre. On n'a pas le droit de croiser les jambes au sabre. Vers l'avant, évidemment. Vers l'arrière, sans problème, mais au sabre, on n'a pas le droit de croiser quand on va vers l'avant. Ah, très bien. Très bien. Encore la même action que tantôt. L'attaque, la parade, la riposte qui ne touche pas et la contre-riposte de Jonathan. Très bien effectuée. Alors, évidemment, l'arbitre a dit halte. La touche n'est pas accordée. Alors, on entend la foule encourager. Parade, riposte, touche. Alors, un 10e point pour Guillaume Bégin. Quand même, on voit Jonathan qui a fait 7 touches. Très bien. Alors, on va voir la reprise vidéo de l'attaque, la parade, la riposte et la contre-riposte. Très, très bien effectuée. Alors, on voit la reprise vidéo. Alors, on voit l'attaque de Jonathan qui ne touche pas, la riposte qui ne touche pas et la contre-riposte. Très bien effectuée par Jonathan. Et oui, on voit ici... On voit une réaction normale de beaucoup d'escrimeurs. Les gens ont une image de l'escrime. Ah, c'est un sport noble, c'est des combats de chevaliers, tout ça. Mais non, on voit maintenant, ça a évolué. Maintenant, les escrimeurs sur la piste, quand ils effectuent une touche et qui touche, souvent, on entend quand même les cris sortir du masque. On avait eu la chance avec Olivier Titeka samedi de toucher à ce point et de parler de comment le masque peut influencer cette attitude-là. Des gens un peu plus introvertis vont vraiment exprimer, réussir à s'exprimer et à se dégainer derrière ce masque. C'est ça, exactement. C'est sûr que les gens, quand ils ont un masque, ont une personnalité totalement différente. Exactement, c'est ce qui permet. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, 17, on est au deuxième relais. Alors, on voit ce qui fait que qu'est-ce que je disais tantôt, c'est que les Laurentides ont les chiffres 1-2 et Rive-Sud 3-4. Parce qu'on voit que Guillaume fait 2 matchs d'affilée. Donc, la Rive-Sud serait ABBA. Ouais, voilà. Oh! Très bien, très bien. Alors, Dominique qui utilise la tactique de laisser Guillaume attaquer. Ah. L'attaque de Guillaume qui fonctionne. L'entraîneur de Laurentides demande à Dominique de se déplacer, de ne pas rester dans la distance. Et là, présentement, Dominique est un peu trop près de son adversaire. Dominique oublie que Guillaume est quand même 6 pieds 2, 6 pieds 3. Un peu plus, une plus longue portée. Ouais. Et un peu la même tactique que tantôt à la finale individuelle, quand Guillaume faisait la parade et qui était beaucoup trop large et la pointe dans le plafond. Dominique a essayé de faire une remise, mais sans succès. Et la même chose. La grande portée de Guillaume a été capable de lever le bras et d'aller mettre la touche dans le dos. On l'a vu à plusieurs reprises de faire ce mouvement. Ouais. Au corps à corps avec son adversaire. Ouais, c'est ça. Il sert de sa portée d'être capable de passer par-dessus l'épaule de l'adversaire. Très belle attaque de Guillaume, malheureusement non valable. Vous voyez les deux escrimeurs tendre le bras pour que l'arbitre trouve... C'est pour qu'il ait la bonne distance au pré-aller. Alors, au pré-aller, les bras doivent être tendus et les pointes ne doivent pas se toucher.
évidemment, avec le temps, l'arbitre ne demande pas à chaque fois de se replacer parce qu'on connaît la distance, mais quand on n'est pas trop sûr, l'arbitre demande. Très belle attaque de Guillaume. Oh, malheureusement, on a vu ici, ça c'est une erreur que beaucoup d'escrimeurs font durant les combats. Ils croient qu'ils touchent, alors ils regardent la machine, et malheureusement ils perdent le moment, puis hop, ils se font toucher. C'est quelque chose qu'on dit très souvent comme entraîneur, surtout à des athlètes qui débutent. Regarde pas la machine, reste concentré sur le match. Termine le point. De toute façon, il y a un arbitre qui est là qui va vous dire « halte ». Malheureusement, non valable. Belle parade riposte de Dominique, mais qui vient au bras. Non valable. C'est assez fréquent, les non valables, chez les jeunes. Au niveau international, il y en a un peu moins. C'est sûr que, bon, plus d'expérience, plus de doigté, plus de coordination. Mais chez les jeunes, c'est tout à fait normal d'avoir des non valables. Ouais, très belle action ici de Dominique, une parade riposte bien effectuée. Et même que je dis, c'est normal d'avoir des non valables et je suis agréablement surpris aujourd'hui de ne pas en voir tant que ça. On n'en a pas vu beaucoup. Des fois, là, c'est 1, 2, 3 non valables qui se succèdent. Mais aujourd'hui, les jeunes ont quand même une belle précision. 14-9 maintenant avec moins d'1 minute à faire au deuxième relais. On voit que Guillaume ne veut pas précipiter les choses, prépare la touche. Il est en avance. Il se sent confortable de laisser le relais à son adversaire avec 5 touches d'avance aussi. Alors, il prépare, il ne va pas provoquer et faire une erreur pour rien. Malheureusement, l'attaque ne fonctionne pas. La contre-attaque de Dominique. On a vu pourquoi Guillaume ne touche pas sur cette touche et qu'il a été très, très large au niveau du mouvement, ne pas garder la pointe sur la veste de l'adversaire. On voit Guillaume là, qui malheureusement prend des risques. Il veut tenter de donner le relais à son coéquipier à 15, mais ne doit pas nécessairement donner des points à l'adversaire qui va se rapprocher. Parce qu'on a vu tantôt quand même Jonathan Gilna qui a fait quand même 7 touches. A pris le relais à 5-0 et a quand même fini son relais 10-7. Et Jonathan est amplement capable de faire la même chose pour le prochain relais. D'autant plus que, comme je disais tantôt, il sait qu'il y a eu une contre-performance. Là, on a vu une touche a été effectuée après le halt, sortant de la piste. Alors, l'arbitre annule la touche. Dernière seconde de ce relais. Alors, dernier combat du relais. Et comme je dis tantôt, on va voir Jonathan. Louis Lévesque de retour et Jonathan Gilina. Alors, notre gagnant de la finale individuelle et un des meilleurs athlètes présentement sur le circuit, moins de 15 ans. Comme j'ai dit, malheureusement, il n'a pas pu se faire valoir au niveau individuel durant les Jeux du Québec, mais c'est un des athlètes les plus promoteurs au niveau du fleuret masculin. Alors, on va voir ici la prochaine, comme j'expliquais tantôt, pourquoi la touche a été annulée. Alors, première attaque ne touche pas. Et là, on voit l'athlète saute et sort de la piste pour mettre la touche. C'est pour ça que la touche a été annulée. Alors, dernier relais. Alors, on a notre animateur de foule qui demande à chaque région d'encourager leur région respective.
comme j'ai expliqué tantôt, On peut voir la plus foule. que les heures, plus que les minutes avancent, plus que la salle est bondée. Ouais. Alors, c'est vraiment extraordinaire pour les jeunes de vivre cette expérience-là. Alors, dernier match. Alors, Jonathan qui essaie de créer des choses en se déplaçant sur la piste. On retrouve également beaucoup d'athlètes de la Rive-Sud. Il faut dire que les athlètes présents ici en escrime de la Rive-Sud participent à 7 des 10 finales. Oui, c'est une très belle récolte pour la Rive-Sud. C'est comme je disais tantôt, la Rive-Sud, le club de l'Olympia de Montréal, qui est dirigé par Maître Dominique Tesser. Et puis, on a parlé 10 secondes et en 10 secondes, Jonathan qui vient de nous faire 2 touches. Deux touches. 2 touches. Comme je dis, Jonathan veut vraiment prendre sa revanche à l'individuel et Louis est mieux de préparer ses touches. Alors là, l'attaque simultanée, ce qui fait que les deux athlètes ont attaqué en même temps. L'arbitre ne donne pas de touche et remet en garde. L'attaque de Louis. On voit que c'est 2 athlètes de même gabarit. Là. Oui, Alors, c'est ça. Là, on peut pas dire un plus grand, un plus petit. C'est ça. Évidemment. Il va en attaque des deux côtés. Oui. Ben, c'est celui-là qui va préparer le mieux la touche qui va faire l'action. Malheureusement, on voit ici une attaque bien effectuée, mais un petit peu manque de coordination au niveau main-jambe, ce qui fait qu'il touche non valable. Jonathan a essayé une touche un peu compliquée de faire fouetter la lame dans le dos de l'adversaire. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ce qui fait que Louis prend une avance de 4 touches. 16-12 maintenant. Alors, la parade, la riposte. Louis, qui dirige très bien le match présentement, ne se laisse pas influencer par la tactique de Jonathan qui essaie de le déplacer et de le déstabiliser. Louis reste en contrôle. Alors, l'arbitre qui dit halte parce que Jonathan est sorti de piste. Alors, on les remet au milieu et on recommence le match. Si on parle de la piste qui est utilisée lors de cette finale, on a vu samedi des pistes qui étaient plus des tapis plats, alors que là, on voit cette piste surélevée. Est-ce que c'est une particularité pour les finales ou comment? Non, ben c'est différentes pistes, évidemment. On a les pistes, comme on a vu durant les préliminaires, c'est les tapis plats. Mais bon, les deux ont la même propriété. Ce qui fait la propriété de ces deux choses-là, c'est que quand on touche au sol, quand on touche à la piste, ça n'allume pas. Ce qui fait qu'auparavant, bon, il y avait beaucoup on essayait de faire une parade et la lame touchait au sol et puis ça arrêtait le match pour rien. Mais là, ça fait quand même très très longtemps que cette technologie-là elle est présente. Évidemment, les pistes métalliques comme ça sont beaucoup plus adhérentes que les tapis qu'on a vus durant les préliminaires. Est-ce qu'on peut profiter un peu d'une impulsion également, étant donné qu'on est surélevé? Pas vraiment, ça n'a pas vraiment d'impact au niveau du jeu. La seule chose, c'est qu'évidemment, bon, on a plus d'adhérence au niveau de la piste métallique. On a vu Jonathan qui a essayé de faire une attaque, qui s'est rapproché de son adversaire avec des trop grands pas. Et ce qui arrive, c'est la contre-attaque. La Rive-Sud qui mène 19-12 avec 1 minute 18 à faire maintenant. Alors, l'attaque. Jonathan reste positif, essaie d'aller chercher le plus de touches possible. Ça s'est déjà vu des remontées comme ça. Alors ici, Jonathan qui essaie une esquive de faire passer dans le vide l'attaque de son adversaire, malheureusement qui ne fonctionne pas. Et heureusement pour Jonathan, Louis a touché non valable. La même chose, vous avez vu la grande marche de Jonathan.
Alors, à cause de ça, manque de coordination main-jambe et la contre-attaque qui, encore une fois, heureusement pour Jonathan, touche non valable. Alors, ce qu'on parlait au début, avec un pointage de 19-13 avec 1 minute à faire au match, est-ce qu'on c'est sûr qu'on a un seul point à aller chercher, ouais. Mais on ne veut pas que l'adversaire aille chercher 7 points. Est-ce qu'on peut ralentir le match? Est-ce que ce serait une façon de faire? Dans les circonstances où est-ce que Louis a été très efficace partout sur la piste, de continuer d'attaquer, de continuer de créer l'erreur de son adversaire. Comme je vous dis, par contre, à l'épée, ça serait totalement différent. On va aller chercher un 15e point. Évidemment, Louis doit faire attention. Louis va aller chercher la touche à tout prix au lieu de bien préparer la touche, de prendre son temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas attaquer, mais pas de cette façon-là. Alors l'attaque, non. Oui. On a eu le point à la riposte. Ouais. L'attaque, là, ça a été différent. C'est pas une parade, mais c'est bien une attaque qui a passé dans le vide. Là, Jonathan a utilisé ses jambes et par la suite de bien reprendre vers l'avant. Alors là, dans le coin de la Rive-Sud, on lui a demandé à Louis de prendre son temps, d'utiliser plus la piste, d'aller plus en défensive, de travailler avec le temps. Et voilà. Malheureusement, l'attaque de Jonathan ne fonctionne pas. A voulu aller trop vite et la victoire point à la pour la Rive-Sud. Victoire et médaille d'or pour Louis Lévesque et Guillaume Bégin. Alors, Louis qui va repartir à la maison avec 2 médailles d'or dans le cou. Et on peut voir à la reprise. La reprise, la dernière touche, non, l'avant-dernière touche. Alors, comme j'ai dit tantôt, vous avez vu l'attaque de Louis qui ne touche pas, fait passer dans le vide et Jonathan reprend vers l'avant. Alors, très, très, très belle performance de Louis, a bien géré la situation, a bien su mettre la dernière touche. Alors, félicitations à la Rive-Sud, juste pour vous dire, en 3e position. Alors, évidemment, au par équipe, c'est différent. Il n'y a pas 2 3e positions. Il y avait un match pour la médaille de bronze. Alors, les gagnants pour la médaille de bronze, c'est la région de Chaudière-Appalaches, qui était composée de Nicolas Beaulieu et Édouard Boulet. Et parlant de Chaudière-Appalaches, ce seront eux qui vont affronter, pour encore une fois, la Rive-Sud au fleuret féminin par équipe. Une 4e finale consécutive pour la Rive-Sud. Bon. Comme tu l'as mentionné, on passe l'épreuve par équipe du fleuret féminin. Pour la Rive-Sud, Ariane Léonard, qu'on a vu en individuel, et fera équipe avec Ludmila Moindreau-Ziliox. Et du côté de Chaudière-Appalaches, Émilie Beaulieu, équipe avec Laurie Boulet. Alors, il faut juste rappeler, l'an dernier jeu au Saguenay, Ariane était repartie avec une médaille aussi à cette épreuve-là, fleuret féminin par équipe. Mais la seule différence, sa partenaire, on a juste à changer son prénom parce que c'était la sœur de Moindreau-Ziliox, c'était Naomi. Alors, Naomi, aujourd'hui, est qualifiée pour les championnats du monde qui auront lieu au mois d'avril en Ouzbékistan. Alors, vous voyez qu'est-ce que je disais tantôt, l'échelon, on passe des Jeux du Québec et 2 ans après, hop, je suis sur l'équipe nationale cadette et je m'en vais au championnat du monde. Si on parle au niveau national des catégories, est-ce que c'est les mêmes qu'au niveau provincial? Est-ce qu'il y a les catégories d'âge, ou peux-tu nous en parler? Oui, c'est la même chose. C'est sûr qu'au niveau provincial, il y a des catégories qu'on fait seulement dans le circuit provincial qui sont de moins d'11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans, cadet et junior, et évidemment senior qui est ouvert. Au niveau national, quand on fait des compétitions nationales, les compétitions nationales débutent seulement dans la catégorie moins de 15 ans. Et par la suite, c'est les mêmes autres catégories qui ne changent pas. C'est ça. C'est moins de 20 ans. Moins de 17 ans, c'est catégorie cadet. Et moins de 20 ans, c'est catégorie junior. Au niveau national et mondial. Au niveau national et mondial, voilà. Ça. Et les compétitions de niveau mondial, au niveau international, ils commencent au niveau cadet, ce qui veut dire moins de 17 ans. Et par la suite, moins de 20 ans et junior. Et même que maintenant, ce qui s'en vient de plus en plus populaire, même au Québec et même au Canada, il y a une compétition vétéran.
Alors, au Québec, c'est 40 ans et plus. Mais au niveau international, c'est 50 ans et plus qui est de la catégorie vétéran. Les fameux World Masters. Voilà. On est prêt à passer à l'action. Finale du fleuret féminin par équipe. À la gauche, la Rive-Sud. Et à la droite, Chaudière-Appalaches. Alors, le premier match, c'est Ariane qui affronte Émilie. Alors, Émilie, qui est la plus jeune de ce groupe, qui est l'athlète qui a un peu moins d'expérience des 4 qui sont sur la piste. Alors, on voit la première action de Ariane, une attaque qui touche Valab. Voilà. Alors, évidemment, si Émilie court comme ça, Émilie doit prendre un peu plus son temps, se déplacer. À ses premiers jeux, là, fait face à une athlète aguerrie. Ouais, voilà, c'est ça. La parade, malheureusement, non valable. Malheureusement, Ariane manque. Et pour ceux et celles, comme tantôt je parlais, si la caméra va pouvoir nous la montrer, la sœur de Ludmila, qui est Naomi, elle est présentement assesseure, ce qui veut dire que c'est une arbitre qui surveille les lignes de côté, c'est tout ça, et présentement, c'est elle qui fait ça là. Alors, l'attaque. Une attaque d'Émilie qui fonctionne. Un premier point pour elle dans cette compétition. Alors, comme je dis, la parade et la riposte de Ariane. Alors, Ariane gagne le premier relais 5-1. Alors, on est au premier relais. Maintenant, on aura Ludmila Moindreau-Ziliox du côté de la Rive-Sud et Laurie Boulet du côté de Chaudière-Appalaches. « 5-1 pour la Rive-Sud. » Alors, Laurie aussi, qui est à ses 2e Jeux du Québec, elle était présente, Laurie, qui est la personne avec le masque rose, était présente aussi au dernier Jeux du Québec au Saguenay. On voit qu'au niveau gabarit, ça rapproche, là. Ouais. Laurie est une fille très explosive. Pas Laurie, oui, c'est bien, c'est ça. Laurie qui est une fille très explosive, qui a quand même une certaine expérience. On tente d'aller chercher la détente la plus explosive possible, mais du côté de la Rive-Sud, là, malheureusement, la parade on tente d'attaquer en premier. Oui, c'est ça. Là, les deux, on essaie de provoquer la réaction de l'adversaire. Et ce qui fait que là, l'arbitre devra être très vigilant parce que c'est pas facile parce que les deux filles essayent d'attaquer en même temps. Et des fois, il y a une petite subtilité de savoir qui part avant. Alors, pour l'instant, l'arbitre s'en tire bien. Alors, les deux qui ont la même tactique, les deux essayent d'attaquer, de provoquer. Et puis...
On veut tenter, bien sûr, du côté de Chaudière-Appalaches de se rapprocher le plus possible de la marque de 10. Oui, alors la parade, la riposte non valable, c'est ça qui est le danger des fois, c'est ça. On essaie d'aller chercher le plus de touches possible contre notre adversaire, mais en préparant moins la touche, et puis là, ça crée une ouverture trop facile pour notre adversaire. Alors c'est ça qui est dangereux d'être de l'arrière, c'est qu'on essaye, mais malheureusement, on veut provoquer les choses un peu trop rapidement. Alors on a vu un match s'est déroulé en à peine 30 secondes, ça n'arrive pas très souvent au fleuret. Au sable, ça arrive un match de 30 secondes et tout ça, mais là, vu que les deux voulaient attaquer, vu que les deux voulaient faire des touches en attaquant, ça va très vite. Là. Alors on va voir une reprise à l'instant. C'était le 9e point de l'équipe de la Rive-Sud. Touche, la parade et la riposte effectuée pour la Rive-Sud. Alors, Ludmila Moindreau-Ziliox qui demeure sur la piste. Alors, ce qui veut dire que affronte Émilie Beaulieu. Chaudière-Appalaches a le chiffre 1-2 et 3-4 pour la Rive-Sud. Et qu'est-ce qui détermine le 1-2? Est-ce que c'est un tirage au sort? Tirage au sort? Tout bonnement, tirage au sort. Quand tu gagnes le tirage au sort, tu choisis d'être 1-2 ou 3-4. Au niveau international, c'est un peu différent parce que ça, c'est vraiment une formule. Ce par équipe-là est une formule qui est propre aux Jeux du Québec. Au niveau international, c'est 3 par équipe. Ah, c'est pas 2. Et puis, fait que c'est un peu différent. C'est le même principe, par contre, à relais. Mais quand on gagne le tirage au sort, c'est qu'on devient l'équipe qui est 1, 2, 3 et l'autre équipe 3, 4, 5. 4, 5, 6, pardon. Alors, l'interprétation de l'arbitre qui dit que c'est l'attaque non valable. Un autre arbitre aurait pu dire attaque qui ne touche pas. Il la riposte et après la remise. Alors, c'est pour ça la subtilité des fois où est-ce que moi, avoir été un athlète, j'aurais demandé une reprise vidéo là-dessus. On avait également, bon, faut dire qu'on était en ondes samedi pendant plusieurs heures. On a eu la chance de discuter de ces différents points techniques. Ouais. Et avec Maître Dominique Tesser, on avait justement parlé de s'adapter également à l'arbitre. Oui, évidemment, c'est sûr. Non seulement à son adversaire, mais comment l'arbitre va officier le match et peut-être ajuster sa stratégie selon son jugement. Oui, parce qu'évidemment, c'est sûr que c'est un sport jugé. Malheureusement, les arbitres, comme les athlètes, font des erreurs. Ça fait partie du jeu. Et c'est pas facile non plus d'arbitrer un match, d'être capable d'être constant pendant 10-15 touches et de ne pas en échapper une. Fait que le gros du travail comme athlète, c'est de rester concentré malgré l'erreur. Et puis des fois, l'arbitre a fait toujours le même appel de l'interprétation de la touche. Peut-être que c'est une erreur, mais il fait toujours la même chose. Alors, donc, on doit s'adapter. Toi, en tant qu'athlète, change. Profitez de cette... On peut aller en reprise maintenant. Sur le 15e point. Alors, qui a amené au 3e relais. Qui va une attaque qui était non valable. Alors, donc, en 3e relais, Ariane Léonard fera face à Laurie Boulet. Alors, est-ce que Laurie va garder la même tactique d'être offensive? Évidemment, à 15-6, elle n'a pas trop d'autres solutions que d'essayer d'être attaquante et de provoquer les choses. Ariane, on a vu tantôt dans sa finale, l'individuelle était très bonne en contre-attaque. Là, malheureusement, Laurie a fait une belle attaque. Puis la contre-attaque d'Ariane n'a pas fonctionné. On va voir quelle sera la tactique. Il faut dire qu'elle a quand même 13 touches à mettre, comparativement à 5 de son adversaire. C'est une attaque dans la préparation. On n'a pas vu ça beaucoup aujourd'hui. L'erreur de Laurie, c'est qu'elle est partie en premier, mais sur son attaque, elle a retiré le bras. Ce qui fait qu'en retirant le bras, elle perd sa priorité d'attaque et Ariane a profité de cette occasion. Simplement préciser ce que tu viens de mentionner au niveau du total des points.
En fait, Émilie aurait seulement, si on demeure à 16, bien sûr, on doit combler la différence à la fin des 3 minutes. On n'est pas obligé de se rendre au 20e point. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais comme avec un écart de 10 points, ouais. c'est 10 points de plus que l'adversaire allait chercher. Ouais, c'est ça. Là, un 18e point du côté de la Rive-Sud. Alors, Ariane en quête de sa 2e médaille. Évidemment, ce que j'expliquais tantôt, hein. Elle a arrêté son action. L'arrêté d'action, de regarder parce qu'elle croyait qu'elle avait touché. Regarde la machine et hop, ton adversaire profite de cette erreur-là et fait un point. On va chercher un 8e point pour son équipe du côté de le Riboulet. Très belle attaque d'Ariane pour terminer et gagner sa 2e médaille d'or de la journée. Victoire de la Rive-Sud. Ariane Léonard et Ludmila Moindreau-Ziliox remportent la victoire face à Chaudière-Appalaches. Alors, regardez la dernière touche d'Ariane. Très, très belle attaque. Très bien effectuée au niveau des déplacements. Très belle coordination, bras-jambes. Ça, c'est une action que tous les entraîneurs adorent voir. Une action de base, attaque directe en marche et fente, qui font à répétition dans les leçons individuelles. Et puis c'est très bien exécuté. Alors, on va juste dire nos gagnants de la médaille de bronze, deux qui étaient de Laval. Alors, Maëlie Beaucaire et Béatrice Boudreau qui se sont mérité la médaille de bronze. Ah ben, messieurs, c'est ce qui termine ces finales de fleuret. Autant en individuel qu'à par équipe. Vous écoutez la compétition d'escrime de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. On était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.